Bonjour, merci de nous retrouver pour une nouvelle matinale, une demi-heure de direct. Nous sommes donc ensemble sur Guisen TV. Au menu ce matin, les réseaux sociaux et leur rôle dans la société iranienne, syrienne ou encore égyptienne. On en parlera avec Samir Ben Layachi, notre spécialiste du monde arabe. On interrogera également les Israéliens à 1 mois et 4 jours des élections législatives. Où en sont-ils? Pour qui voteront-ils? Notre micro-trottoir nous en dira plus. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons de danse et plus précisément de thérapie par le mouvement avec Rami Echaos, spécialiste de ce domaine en Israël. Rami viendra nous apporter quelques conseils pour nous réconcilier avec notre corps. On commence tout de suite par les titres de l'actualité de ce matin. Le comité d'aménagement et de la construction a approuvé la construction de 1500 unités de logement dans le quartier de Ramat Shlomo, nord de Jérusalem. Le programme a été entériné en dépit de pressions américaines pour empêcher la construction dans cette zone et après l'annonce du Premier ministre sur le gel de la construction dans ce secteur pour 18 mois. Les dirigeants palestiniens ont annoncé hier leur intention de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de ces projets de construction. L'actualité en Israël, c'est également Avigdor Lieberman. Le parquet présente aujourd'hui devant le tribunal de paix de Jérusalem l'acte d'accusation contre Avigdor Lieberman. Il sera accusé de fraude et d'abus de confiance dans l'affaire de l'ambassadeur israélien en Biélorussie. La peine maximale encourue pour cette infraction est de 3 ans de prison. Cependant, l'accusation ne devrait pas requérir la détention, mais plutôt une condamnation d'infamie. La démission d'Avigdor Lieberman de son poste de ministre des Affaires étrangères entre en vigueur dès ce matin. L'administration américaine a fait part hier de son inquiétude quant au sort des Palestiniens vivant en Syrie et de Yarmouk en particulier. Nous sommes profondément inquiets après les informations selon lesquelles des dizaines de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, auraient été tués ou blessés à Yarmouk lors de bombardements de l'aviation syrienne. C'est ce qu'on pouvait lire dans un communiqué de l'administration américaine qui exige des deux parties le respect de la loi internationale. Notez que des centaines de Palestiniens fuient actuellement la Syrie en direction du Liban après les affrontements entre pro et anti-Bachar el-Assad et le bombardement, donc je vous le rappelle, la semaine dernière d'une mosquée du camp de Yarmouk. Et puis dans ce cadre-là, l'ONU va renforcer la sécurité de sa mission d'observation sur le Golan en fournissant notamment des protections contre les armes chimiques. C'est ce qu'a annoncé hier le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou. Il a rappelé que plusieurs pays se sont référés à cette possibilité de voir le gouvernement syrien utiliser son arsenal chimique dans le conflit. Il a ajouté que l'ONU allait continuer à mettre au point des plans d'urgence fondés sur un certain nombre de scénarios possibles en Syrie sans pour autant donner plus de précision. C'est dans la colère que les Tunisiens ont fêté hier les 2 ans de leur printemps arabe, venu prononcer un discours à Sidi Bouzid, le centre du pays, la ville où est née la révolution de Jasmin en décembre 2010. Le président Moussef Marzouki et le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Ben Jaafar, ont été la cible de jets de pierre, comme vous le voyez sur ces images. La lutte contre les difficultés économiques dans la région de Sidi Bouzid, où un commerçant s'était immolé par le feu il y a exactement 2 ans, était l'une des promesses phares de la révolution. Aux yeux des manifestants, le gouvernement de coalition dominé par le parti Ennahda n'a toujours pas tenu ses engagements. L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, a désormais sa page sur Facebook, un réseau toujours interdit en Iran après avoir été utilisé comme moyen de communication par l'opposition lors des manifestations de 2009. La page Khamenei.ir est apparue il y a quelques jours sur le réseau social après avoir été annoncée sur un compte Twitter du même nom, garantissant ainsi son authenticité. Cette page a suscité hier plus de 1000 likes. Facebook comme Twitter sont interdits, je vous le rappelle, en Iran, mais restent cependant utilisés par des millions d'Iraniens qui parviennent, grâce à des logiciels, à contourner la censure. Contourner la censure, les sites et les réseaux sociaux, c'est donc le thème de notre première partie d'émission avec vous, Samir, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes notre spécialiste du monde arabe. On va reparler largement ce matin de ce printemps arabe qui a commencé donc il y a tout juste 2 ans. Il s'était à l'époque étendu du Maroc au Bahreïn, en commençant donc à la Tunisie. Par la Tunisie, on vient de le voir dans les titres. Des manifestations qui avaient donc fait beaucoup de bruit,
pas la même ampleur dans chacun des pays, en Égypte, en Tunisie, en Syrie, où ça continue toujours. Un seul point commun, les acteurs de ces révolutions sont des jeunes, et des jeunes qui utilisent pour coordonner leurs actions les réseaux sociaux. Oui, donc les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans cette révolution. Donc tout a commencé avec l'image qui a été diffusée dans le monde entier de Bozizé s'immolant par le feu. Si on n'avait pas vu cette image, peut-être la révolution n'aurait pas lieu. Donc je ne sais pas, c'est une spéculation. Mais maintenant que la révolution a été faite, où elle est en train de se faire, il faut se demander comment l'État et comment le peuple vont utiliser cet instrument. Alors l'État, on va y revenir un peu plus tard. Comment les populations, elles, utilisent Facebook, Twitter, qui finalement... En France, Facebook, c'est surtout utilisé par les collégiennes. Je vais un peu grossir l'image, mais c'est surtout utilisé par les collégiennes pour diffuser les photos du dernier voyage au ski ou de la dernière soirée en vogue. En Égypte, pas du tout. C'est un moyen de communication. C'est un véritable moyen d'organisation de la manifestation et de la révolution. Oui, c'est une arme. C'est une arme pour faire la révolution. C'est une arme pour faire entendre sa voix. Je me rappelle, un Tunisien, il a parlé, on lui a demandé pourquoi vous avez fait... Non, on lui a demandé, vous avez fait la révolution avec quoi? Avec Facebook. Il a dit, on a tout interdit, sauf Facebook, et on a fait avec la révolution. On n'aura laissé que Facebook. Ils ont fait la révolution. Donc, ce n'est pas la même chose. On est dans une asymétrie absolue. Facebook, pour l'Occident, c'est un outil, presque un jouet. Pour les Arabes, dans le monde arabe, c'est une fenêtre sur le monde pour voir comment ça se passe. Ce monde où on ne peut pas y aller, c'est-à-dire la population ne peut pas voyager ni avec ni sans passeport. Et donc, ils sont là, regarder le monde, comment ça se passe ailleurs. Et depuis, ils veulent faire la même chose chez eux. Donc, alors, une fenêtre en même temps sur l'Occident, on va l'appeler comme ça, et en même temps une arme à l'intérieur de son pays. Mais finalement, est-ce que les populations... Alors, on va faire le distinguo entre les Tunisiens, les Égyptiens, les Syriens, les Iraniens, qui jouissent pas de la même liberté. Mais finalement, est-ce qu'il y a une liberté ou est-ce qu'il y a une censure de ces réseaux sociaux dans tous ces pays? L'État a toujours censuré. On a toujours limité l'information, caché l'information. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus le censurer, on ne peut plus cacher l'information. On vit dans un monde où tout est presque permis, tout est su et vu. Donc l'État s'adapte, ils savent qu'ils ne peuvent pas cacher l'information, donc ils inondent la toile avec l'information. Le peuple, lui, il est avide d'informations, donc il y a un jeu, un va-et-vient. Chacun tire vers son côté et on ne sait pas. Alors un va-et-vient, je vous propose tout de même de regarder une carte qui a été diffusée par Reporters sans frontières, cette carte mondiale de la cybercensure. Donc il s'agit là de la censure sur Internet uniquement. Vous voyez donc en rouge les pays qui sont sous surveillance, les pays sous surveillance et les pays réellement censurés. Les pays censurés, c'est l'Arabie Saoudite, les pays qui nous intéressent en tout cas ce matin, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Syrie, Bahreïn également. Et les pays sous surveillance, on sera surpris, alors il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, il y a la Turquie, mais on sera surpris également de voir, tout en bas à droite de votre écran, l'Australie, et puis au milieu à gauche, la France. La France. Donc finalement, la censure sur Internet, c'est pas seulement le fait de l'Égypte, de la Tunisie, c'est aussi le fait de certains pays occidentaux. Oui, donc, mais ce n'est pas la même censure. C'est pas la même censure. C'est-à-dire la France, l'Australie censurent pour d'autres raisons. Peut-être pour lutter contre le terrorisme, contre la pédophilie. Mais dans le monde arabe, l'État joue toujours son rôle classique, c'est-à-dire couper le câble téléphonique. Mais aujourd'hui, on n'a plus de câble. C'est-à-dire les jeunes savent comment contourner les barrages qu'on met pour les arrêter avec des logiciels en Iran. Alors c'est ça justement, vous me disiez tout à l'heure, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour lutter contre cette liberté finalement incontrôlable sur Internet? Quels sont les outils gouvernementaux pour imposer la censure sur Internet?
Couper les câbles en Syrie et interdire Internet pendant plusieurs jours, comme on l'a vu. On se rappelle quand, en pleine révolution, Barak a coupé le câble, entre guillemets, d'Internet, de l'Internet en Égypte. Donc, après 5 jours, il a donné son ordre pour le remettre. C'est parce qu'il a mis en panne c'est-à-dire toute l'Égypte. Donc, c'est pas pour donner un coup de... C'est pas parce qu'il était pour la révolution, mais parce que l'armée, les banques, l'État ne marchaient plus. Donc l'État aujourd'hui, l'État arabe, n'a pas encore une politique comment gérer ce Facebook et ce déluge d'informations. Ce qu'on remarque, c'est que chacun tire vers son côté, l'État et le peuple, mais pas en cachant, en dévoilant. C'est-à-dire l'État dévoile, l'État impose son discours, et on est dans une guerre de discours, si vous voulez, entre l'État et le peuple. Alors, ce que vous dites justement, ça rejoint ce qu'on a vu dans les titres de ce matin. Ali Khamenei a sa page Facebook, il a son compte Twitter. Est-ce que ça n'est pas une politique de 2 poids, 2 mesures par le gouvernement iranien? Oui, ça montre l'ironie de ce régime. Ça montre l'ironie, ça montre même le double langage, l'hypocrisie même de ce régime. Mais il ne faut pas confondre le régime et le peuple. Le peuple, lui, n'a pas perdu de son sens d'humour. Il y a quelqu'un qui a écrit ce que Khamenei va utiliser le logiciel pour contourner la censure, le logiciel que tous les Iraniens utilisent. Donc, mais on est vraiment dans une ère où tout a changé. C'est-à-dire l'État comprend aujourd'hui qu'il faut lutter contre l'Internet, Facebook et Twitter pour contrôler ce peuple, pour contrôler l'information et pour diffuser l'information de l'État. C'est pourquoi, dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, ils ont créé leur Internet à eux, c'est-à-dire un réseau fermé iranien où on est coupé du monde de l'extérieur. Jusqu'à quand ça va tenir le coup? Parce qu'on sait... Justement, c'est une autre des questions qui est importante ce matin de poser. Finalement, comment les États, les gouvernements de tous ces pays différents gèrent-ils cette révolution cybernétique? On va l'appeler comme ça. L'État a toujours tout fait pour survivre, pour exister, pour contrôler. Et je crois qu'ils vont comprendre qu'aujourd'hui, pour contrôler, il faut dévoiler, informer et laisser tout voir. Et je crois que c'est une nouvelle politique que l'État va bientôt comprendre. Alors, une nouvelle politique pour éclaircir, surtout pour nos téléspectateurs, éclaircir un petit peu cette carte de l'utilisation d'Internet dans les différents pays arabes. On voit qu'en Égypte, on a des chiffres à l'appui. En Égypte, 20% de la population possède un compte Facebook. Et on a un autre chiffre en face, au Yémen, 1% seulement de la population utilise Internet, a accès à Internet. Donc finalement, les pays arabes, face à cet accès à Internet et face à finalement cette grande révolution du réseau social, n'est pas égalitaire. Le Yémen et l'Égypte, on n'est pas du tout sur le même principe. Est-ce que finalement, on doit en conclure que si certains pays comme le Bahreïn ou le Yémen, qui ont eu des prémices de révolution, si ces révolutions ne sont pas allées plus loin, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas cet engouement d'Internet et cette facilité apportée par Internet? Non, je ne pense pas. Par exemple, rappelons-nous en Égypte, par exemple, quand tout a commencé, il y avait 2 ou 3% des gens qui avaient leur Internet, je crois, ou leur Facebook, je ne me rappelle plus, mais il y avait un nombre très minime, c'est-à-dire 2 ou 3%. Et cela a suffi pour faire la guerre, c'est-à-dire, pour faire la révolution, cela suffit. C'est une avant-garde et ça suffit. C'est comme au 19e siècle, le journal. Le journal, pas tout le monde savait, pas tout le monde était capable de lire, mais ceux qui lisaient et comprenaient racontaient aux autres et ça... Et c'est répandu. Je crois que c'est la même façon. Donc aujourd'hui, ça se passe de la même façon. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un vous en parle pour aller descendre dans la rue pour faire la révolution. Mais de toute façon, c'est pas la même chose. Pour lire
Le journal, c'était un petit peu difficile. Il faut savoir écrire et lire. Aujourd'hui, pour ouvrir un Facebook, c'est très facile. Donc, il y a une standardisation, finalement, une vulgarisation de l'information. Et c'est de cette façon que la démocratie pourra peut-être avancer dans certains pays. Merci, Samir, de toutes ces analyses et de vos précisions ce matin. Et on passe à un autre sujet, la démocratie en Israël. On n'est pas, finalement, pas si loin de ce sujet de première partie. On va se concentrer ce matin sur les indécis. À 1 mois et 4 jours des élections, ce sont ceux à qui s'adressent les leaders des principales formations politiques. Joachim Touati est allé les rencontrer pour nous, pas sur Internet, mais dans les rues de Tel Aviv. Reportage. À l'approche des élections législatives du 22 janvier, nous sommes allés enquêter sur le terrain pour faire le point sur les indécis. Officiellement, ils représentent 20% des votants, soit près de 700 000 voix. Vous pouvez peut-être me conseiller, je ne sais pas, moi non plus. Ils ne sont pas assez clairs. Voyons voir, c'est quand ces élections-là? Dans 1 mois. 1 mois, eh ben, on a encore le temps. Mais peut-on réellement se fier aux chiffres des sondages en ce qui concerne l'indécision? En effet, pour beaucoup, rien n'est joué jusqu'à la dernière seconde. En principe, je vote à droite pour Bibi, mais en ce moment, je prends aussi en compte Yair Lapid. Risquez-vous encore de changer d'avis d'ici les élections? Je pense que oui, tout reste possible. Tant que le bulletin n'est pas dans l'urne, rien n'est sûr. Les causes de cette grande confusion au sein de l'électorat israélien sont multiples. 34 listes électorales, parmi lesquelles beaucoup se présentent pour la première fois. Candidats qui passent d'un camp à l'autre, campagne électorale au slogan plutôt douteux. Bibi et Lieberman égale danger. Tzipi Livni égale espoir. Ça rime, ça sonne bien, mais c'est vide de sens, aucun argument. Il y a trop de partis, c'est néfaste et ça nuit à la démocratie. J'ai vraiment l'impression d'être au jardin d'enfants, vraiment. Genre et encore, le slogan, la pancarte elle-même, c'est totalement puéril. On dirait que c'est mon fils qui a fait un coloriage. Je sais que je vais voter pour le moins pire, mais mes amis n'ont aucune idée. Les campagnes sont de mauvaise qualité, elles sont peu claires, c'est une affaire de publicitaire. Il y a plus de nouveaux partis que de nouveaux modèles de téléphone. Le parti travailliste n'est plus de gauche, la droite n'est pas à gauche, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, c'est la pagaille totale. Leur slogan, c'est « Gauchistes, rentrez chez vous ». Vous y comprenez quoi, vous? Vous avez vu déjà cette publicité? Oui, je l'ai vu, mais comment ça à rentrer chez eux? Et c'est où chez eux? Les électeurs israéliens ont comme souvent du mal à croire en un changement véritable, d'autant que la réélection de Bibi Netanyahou est quasi certaine selon les sondages. Dans la première démocratie du Moyen-Orient, une forme de fatalisme semble avoir gagné bon nombre d'électeurs. C'est le grand marché de la fonction publique. Chacun se bat pour son propre job et après l'avoir obtenu, ils oublient tout. C'est juste parce que Lapid est mignon, c'est ça? En effet, il est très mignon. C'est la grande question, comme il n'y aura aucune différence entre le passé et ce qui viendra. Alors, à qui croire? Tout reste pareil, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Je me tiens droite, je fais attention à mon comportement puisque je suis en présence de Rami Echaos. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, j'explique pourquoi je me tiens droite et je fais tout d'un coup très attention à ma façon de me tenir. Vous avez été professeur de danse pendant 16 ans, puis vous avez étudié la psychologie et la thérapie par la danse. Aujourd'hui, vous vous occupez principalement d'enfants qui ont des problèmes sociaux, sociétaux et notamment des problèmes d'anorexie, de boulimie ou d'autisme. Alors justement, avant de commencer, je voulais qu'on se réfère à un chiffre qui a été publié ce matin par le Yediot Ahronot. C'est celui du pourcentage d'autisme en Israël. Il a augmenté entre 2004 et 2011. Aujourd'hui, en Israël, l'autisme touche un enfant sur entre 100 et 150, un chiffre donc qui a augmenté. Selon vous, qui est responsable de cette augmentation? Qu'est-ce qui est responsable de cette augmentation plus précisément? De plus en plus, on voit ces dernières années une augmentation de chiffres d'autisme, pas seulement en Israël, mais aussi à travers le monde. Et il y a plusieurs raisons pour cette recrudescence. D'un côté, des raisons médicales, génétiques, raisons d'environnement ou de nutrition.
ou de côtés différents, tout simplement puisque les méthodes d'évaluation se sont développées, ce qui nous permet d'évaluer beaucoup plus précisément ces cas-là. Alors l'autisme, on en reparle aussi, il y a plusieurs façons de le soigner ou en tout cas de le traiter. D'une part la médication pour s'occuper des conséquences donc, de l'autisme, les soins comportementaux pour sortir l'enfant autiste de sa bulle, ce qu'on appelle être la bulle. Ce que vous proposez, c'est de jouer un rôle de pont entre le médecin et le psychologue, parce que finalement quand on a une maladie quelle qu'elle soit ou un mal quel qu'il soit, ça s'exprime dans notre corps, corporellement, mais ça vient aussi d'un mal psychique. Vous proposez de traiter les deux en même temps grâce à cette thérapie par le mouvement. Tout à fait. Moi, je suis danse-thérapeute, ce qui correspond au travail du psychomotricien en France. Ces thérapies-là, la thérapie à travers le mouvement, pas seulement la danse, mais le mouvement, c'est une thérapie qui, à la base, aide le patient à retrouver un équilibre émotionnel et psychique, physique. C'est-à-dire, dans cette thérapie-là, on recherche à rattacher la liaison entre son corps, son âme et son esprit par l'intermédiaire du jeu avec les enfants ou du mouvement. Cette thérapie-là convient à ceux qui ont des difficultés à exprimer verbalement des sentiments comme la colère, la frustration, la solitude, l'anxiété, etc. Mon travail est pas consacré uniquement à des enfants autistes, mais aussi je travaille avec des enfants de problèmes de sociabilité, des problèmes de concentration comme ADD, ADHD, des enfants qui souffrent de problèmes qui sont mal dans leur peau tout simplement. Alors comment on arrive, quand on a conscience d'un mal qui se concrétise au niveau du corps, comment on arrive justement à se dire il faut que je fasse une thérapie par le mouvement, ça va aider à s'ouvrir, ça va aider à répondre à certains problèmes auxquels finalement la médecine, je crois que vous avez été confronté à certains cas. Oui. La médecine n'avait pas de réponse, la psychologie non plus, et finalement vous avez réussi à trouver une explication et une solution aux problèmes que certains enfants rencontraient. Tout à fait. Moi je considère le corps comme un archive qui contient toutes nos mémoires corporelles, les passages qu'on a traversés à travers de nos vies, des passages douloureux, des passages joyeux. Et cette thérapie-là aide à libérer les blocages psychologiques de l'enfant ou de l'être humain. Par exemple, un enfant de 8 ans qui souffrait de vomissements et des maux de tête assez douloureux, pour aucune raison médicale. C'est-à-dire le corps exprime les problèmes psychologiques qui se manifestent d'une façon corporelle, c'est-à-dire cet enfant-là a suivi sa thérapie, il avait des problèmes aussi de sociabilité, par l'intermédiaire du jeu et qui nous sert à créer un climat de détente, de baser une relation de confiance. J'ai aidé cet enfant à exprimer son agressivité, il n'avait pas d'autres moyens pour le faire, en utilisant des objets différents comme un punching ball, des élastiques, des ballons. Alors, exprimer son agressivité, je comprends comment ça peut se caractériser, oui. Comment concrètement vous le faites. On tape dans un punching ball, on s'énerve, on crie, et puis tout d'un coup, on dégage toutes ces hormones finalement qui nous font du bien ensuite. Mais plus précisément, comment est-ce que vous arrivez à faire parler avec son corps un enfant ? C'est l'enfant qui choisit l'outil avec lequel il va s'exprimer et il va aider à me faire comprendre et à me faire comprendre son histoire, me raconter son histoire. Et par la relation qui se crée entre nous, c'est mon travail pour trouver le chemin, comment l'aider, le soutenir, l'accompagner sur son chemin et prendre conscience de ces blocages, de libérer ces tensions psychologiques ou physiques. Cet enfant-là, de 8 ans, aujourd'hui vit une vie complètement normale, il ne vomit plus. Et vous continuez à le suivre au quotidien, même si finalement cette parenthèse a été résolue et ces vomissements, les maux qui se caractérisaient concrètement sur son corps, les vomissements, les maux de tête dont vous parliez, ont disparu. Est-ce que vous continuez à le suivre? Et au quotidien, finalement, est-ce que vous adaptez votre thérapie? Ma thérapie, une personne suit une thérapie puisqu'elle se sent mal à l'aise, mal dans son corps, mal dans son esprit, dans des passages différents dans sa vie. On décide de terminer une thérapie lorsque le patient se sent bien ou parfois, puisque pour des raisons différentes qui se manifestent tout d'un coup et on continue. Ça dépend selon les cas. Donc en fait, c'est ce que vous disiez, l'inconscient stocke
tout plein de choses que la conscience aurait oubliées. Et le corps, lui, il l'exprime, et il l'exprime parfois très violemment. Tout à fait. Et c'est donc ce sur quoi vous décidez de travailler. Donc finalement, ce travail peut correspondre à tout un chacun qui ne pense pas forcément avoir de perturbations, ou pas forcément en tout cas d'éléments physiques qui témoignent de ces perturbations. Mais on est tous plus ou moins névrosés d'une façon ou d'une autre. Et puis la thérapie par la danse permet de soigner... D'aider une personne à exprimer ses envies, ses besoins, qu'on a tous parfois des difficultés à le faire. Le corps parle, par exemple, dans cette interview-là, vous vous tenez droite, vous me regardez dans les yeux pour pouvoir discuter de ce sujet-là, mais dans différentes situations, on ne se comporte pas de même façon. Et le corps parle, et dans ces thérapies-là, à travers le mouvement, par l'intermédiaire du jeu, le but, c'est d'aider le patient à se sentir bien dans sa peau. Est-ce qu'il y a pour les parents, puisqu'on parlait principalement des enfants, est-ce qu'il y a pour les parents des indices qu'il faut tout de suite courir vers vous et commencer une thérapie par le mouvement, des indices de fermeture sur soi-même, de finalement l'enfant qui considère son corps comme un carcan plus que comme un moyen d'expression? Tout à fait. Quand les enfants sont introvertis, tout à fait des problèmes de concentration, comme on l'avait dit, de ADD, ADHD, ou quand il y a des problèmes de sociabilité, qu'on ne trouve pas les moyens pour aider les enfants, quand on voit des enfants qui sont renfermés dans leur corps, dans leur esprit, qui ne peuvent pas exprimer leurs besoins, parfois on a besoin d'être à l'écoute de l'enfant et à proposer un soutien ou un accompagnement qui peut vraiment les soutenir et améliorer leur situation considérablement. Une séance, Rami, avec vous, une séance, un enfant qui vient vers vous, qui demande à être soigné, enfin dont les parents en tout cas demandent de l'aide. Comment ça se déroule? Est-ce que vous parlez pendant cette séance ou est-ce que les mots sont interdits? Ah non, tout à fait. La thérapie par le mouvement est liée à la parole autant qu'au mouvement. C'est-à-dire avec des adultes ou des enfants, une session peut complètement se dérouler par la parole, verbalement, mais je vais donner un côté essentiel au corps, c'est-à-dire on va prendre conscience aux sentiments et aux sensations qui sont liées l'un à l'autre. C'est-à-dire avant un examen, par exemple, on peut dire on a une boule dans le ventre ou un cœur brisé dans les liens affectifs. Et on va prendre finalement tout ça, c'est pas juste des expressions, ça a aussi formellement son application. Voilà, corporelle. Et pendant la session, avec des enfants, la première rencontre se fait uniquement avec les parents, pour m'aider à comprendre la situation, le problème et comment de mettre en face une thérapie adéquate en place. Après, c'est l'enfant qui suit sa thérapie et c'est l'enfant qui choisit l'outil avec lequel il veut créer la relation. Je vais intervenir ou proposer des jeux ou le diriger parfois avec l'aide de mouvements ou de jeux qui vont aider à sa situation éventuellement. Et en parallèle, je travaille avec les parents pour les aider à gérer les problèmes. Donc, encadrer l'enfant et encadrer également la famille. Merci Rami de toutes ces explications et donc de cette proposition, cette thérapie assez intéressante, paramédicale en tout cas, pour arrêter le recours aux médicaments et qui ne sont pas toujours la solution à tous les maux. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Un esprit sain dans un corps sain, c'est sur cette maxime que l'on referme cette édition. Merci à tous ceux qui ont aidé à la préparer. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec d'autres invités et d'autres confidences. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.